Bonjour à tous et à toutes. Donc on va commencer ce webinaire. Bienvenue à ce premier webinaire du cycle ESS et financement européen, dédié aujourd'hui aux opportunités de financement du programme Erasmus+. Et plus spécifiquement, on va vous présenter les opportunités offertes par les volets jeunesse du programme Erasmus+, et du Corps européen de solidarité. Avant de commencer, un petit focus sur l'utilisation de l'outil Zoom. Donc, seuls les intervenants du webinaire pourront activer leur caméra et leur micro. Et vous avez la possibilité d'interagir tout au long du webinaire en échangeant et en partageant des commentaires sur le fil de discussion. Si vous souhaitez poser des questions directement aux intervenants, vous pouvez les poser dans le module questions et réponses en bas de l'écran. Et en fonction des questions posées, soit nous répondrons directement au fil de la présentation, ou elle sera posée à l'intervenant en fin de webinaire. Par ailleurs, le webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube Alice Media de la vie d'ici quelques jours. Donc, au programme de ce webinaire qui durera 1 heure, donc on aura tout d'abord un mot d'accueil de Cécile Leclerc, directrice générale de la VIS. Ensuite, une introduction par moi-même, Solène Jourdain, responsable de l'organisme intermédiaire du Fonds social européen de la VIS. Et ensuite, la présentation de l'agence Erasmus+, France Jeunesse et Sport et du Corps européen de solidarité par Jérémy Crémolière, chef du pôle projet Erasmus+, à l'agence du service civique. Cette intervention sera suivie de 3 témoignages. Un témoignage de Nicolas Baron, associé à la SCOP Les Ateliers, de François Lemoine, gérant de la SCOP Les Continentés, et de Clément Beauredon, directeur de l'association Cap Solidaire. Et je vais tout de suite passer la parole à Cécile Leclerc, qui vous présentera donc la VIS pour un mot d'accueil. Bonjour à tous. Alors d'abord, Solène, tu as un micro qui a un affreux écho. Donc d'ici l'introduction, il faudrait te déplacer ou changer parce que c'est très difficilement audible en fait. Donc, j'y vais moi de mon côté. La VIS, donc, je vous dis très rapidement ce que c'est et pourquoi du coup on est devant vous ce matin. C'est une agence d'ingénierie qui accompagne le développement de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une association. Et comme vous le voyez sur la diapo suivante, vous avez je crois qu'il y a une diapo, c'est ça, non, après présentation générale de la VIS. En tout cas, on va intervenir de la création à l'évaluation, quelle que soit l'étape du porteur de projet. On va pouvoir avoir des actions d'intervention qui vont être, ce qui peut vous intéresser, c'est principalement de l'outillage que vous allez trouver sur notre portail avis.org. Donc, vous allez trouver des guides pour choisir son statut juridique, pour changer d'échelle, des dossiers sur des secteurs d'activité, des cartographies des acteurs qui accompagnent et qui financent, des informations, etc. etc. Donc, abonnez-vous à la newsletter avis.org si vous voulez suivre les différentes publications qu'on peut faire à la VIS. Donc, ça, c'est notre outillage, premier levier d'action. Ensuite, on anime des communautés d'acteurs de l'accompagnement qui, eux, sont présents sur les territoires. On conçoit également des programmes d'accompagnement, de l'ingénierie d'accompagnement, notamment sur les enjeux nationaux de changement d'échelle. Et enfin, on finance avec le Fonds social européen. Donc aujourd'hui, on va parler d'Erasmus+, mais de notre côté, on est organisme intermédiaire du Fonds social européen. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on va, à horizon fin 2022-2023, lancer plusieurs appels à projets pour financer des projets d'économie sociale et solidaire qui sont à vocation nationale, c'est ça qu'il faut retenir, puisque nous, on est vraiment un acteur national, mais qui vont pouvoir traiter de différents sujets. Dans les précédentes programmations, on a financé le changement d'échelle de structure de l'ESS, de l'outillage sur l'évaluation d'impact, des problématiques d'accompagnement et encore une fois d'outillage du moment qu'on était bien dans un enjeu de diffusion et de valorisation au niveau national. Pour ça, pareil, suivez nos actualités et vous saurez quand on publie des appels à projets.
Je reviens sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, il est consacré au financement Erasmus+. Donc, il fait lui-même partie d'un cycle de présentation, Solène le disait, des principaux fonds et programmes au niveau de la programmation européenne 21-27. Et ce cycle, du coup, il fait partie lui-même d'un cycle encore plus vaste du côté de la VISE sur les enjeux du coup de financement en général. On a récemment publié une actualisation de notre cartographie des offres de financement et le 15 février dernier, on a effectué un webinaire sur comment financer son projet d'économie sociale et solidaire. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir son replay qui est disponible sur la chaîne Avise du côté de YouTube, ce qui vous permettra du coup d'avoir une approche très macro avant de pouvoir suivre des cycles un peu plus précis sur des sources de financement plus précises. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc, vous avez compris voilà, qu'on a ce rôle-là de manière générale de faciliter l'accès au financement européen et du coup de diffuser de l'information sur les différents appels à projets. Et tout ça se passe sur notre portail avis.org. Je vais repasser la parole à Solène pour l'introduction. J'espère que le problème de micro, il faut peut-être changer le casque, sera résolu. À toi, Solène. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce que le son est mieux là? Le son est parfait. Par contre, on n'a plus ta photo, on n'a plus ton image. Ah bon? Oui, c'est noir. Là, voilà. Là, c'est mieux, c'est bien. Bon, j'ai changé de place, ça devrait aller mieux. C'est parfait. Donc, voilà, suite à cette introduction, suite à cette présentation de la vie, je voulais vous faire une petite introduction sur pourquoi ce webinaire, pourquoi démarrer ce cycle de webinaires sur les financements sur Erasmus+. Déjà parce que 2022 est une année de célébration pour la jeunesse. Erasmus+ fête ses 35 ans cette année. Instauré en 1987, il est le programme le plus connu des Français et le programme phare de l'Union européenne en faveur de la mobilité. Depuis 35 ans, Erasmus a donné l'opportunité à 12 millions d'Européens, dont une grande majorité de jeunes, de partir à l'étranger. Et pour la période 2021-2027, son budget est augmenté de 80%, avec une enveloppe de 28 milliards d'euros. L'objectif affiché par la Commission européenne est d'atteindre 10 millions de participants sur cette période, soit presque autant que ce qu'il a financé jusqu'à aujourd'hui. Cette augmentation permettra notamment de lutter contre une idée reçue selon laquelle le programme n'est réservé qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur. En effet, élèves, apprentis, enseignants et formateurs, demandeurs d'emploi, volontaires ou encore professionnels des associations peuvent également profiter des actions proposées par Erasmus+. Sur cette période, Erasmus+ sera aussi plus inclusif et responsable, car davantage centré sur la transformation numérique et la transformation écologique, ainsi que sur la défense des valeurs de la démocratie. 2022 a également été consacré Année européenne de la jeunesse, un programme qui bénéficie d'un soutien de 8 millions d'euros au titre du programme Erasmus+ et du Corps européen de solidarité. Selon la recommandation Garantie européenne pour la jeunesse du Conseil de l'Union européenne d'octobre 2020, les interventions en faveur des publics les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes rencontrant des difficultés de logement, porteurs d'une maladie de longue durée ou d'un handicap, en charge de familles, membres de catégories discriminées, sont insuffisamment adaptées. En réponse à cette recommandation, l'emploi des jeunes constitue une priorité de l'Union européenne. En France, les 18-30 ans représentent environ 15% de la population française avec des problématiques d'insertion professionnelle et sociale variées. Ces jeunes sont à la fois des bénéficiaires des actions mises en œuvre par les acteurs qui rentrent dans le champ de l'ESS, mais ils représentent aussi le futur de ces forces vives en termes d'emploi. Aussi, en favorisant la mobilité des citoyens et les partenariats entre les structures de l'Union européenne, le programme Erasmus+ vise le développement des compétences de tous pour un meilleur accès à l'emploi. Donc aujourd'hui, les deux programmes européens qui vont vous être évoqués, donc le volet jeunesse de l'agence Erasmus+ et le Corps européen de solidarité, travaillent sur ces deux axes. Donc d'une part, la mise en place de projets engagés avec une dimension européenne et d'autre part, la montée en compétences des jeunes à chaque étape de leur parcours.
Je vais maintenant laisser la parole à Jérémy Trémolière, chef du pôle projet Erasmus+ à l'Agence du service civique, qui va vous présenter plus en détail du coup, les modalités d'accès à ce programme Erasmus+. Jérémy, c'est à toi. Bonjour, merci beaucoup Solène. Merci beaucoup à l'AVIS pour cette invitation et nous permettre de présenter ces deux programmes dont on a la charge. Donc, moi, je suis Jérémy Trémolière, comme précisé, donc je suis le responsable du pôle Erasmus+, sur le volet jeunesse au sein de l'agence du service civique. Je veux bien la slide d'après, si c'est possible. En fait, comme le précisait Solène, ce qui est important de comprendre sur les dispositifs qu'on va présenter là, c'est qu'ils ont une double entrée par rapport aux jeunes, à la fois leur permettre de mettre en place des projets qui ont une dimension de citoyenneté, d'engagement. C'est historiquement le cœur des actions qui étaient portées sur le volet jeunesse et c'est le centre des activités sur le corps européen de solidarité. Mais aussi au travers de ces activités-là, le souhait de voir ces jeunes monter en compétences et acquérir des capacités à la fois d'inclusion sociale et citoyenne, mais aussi des compétences professionnelles à valoriser. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que dans le côté Erasmus, il y a cette mise en avant des apprentissages et de la mise en place des compétences, et que dans le champ jeunesse, on a vraiment cette dimension de citoyenneté qui est historique. Donc, les projets qui vont être mis en place sur ces deux programmes, ils peuvent être déployés sur des thématiques qui sont très en lien avec le champ de l'économie sociale et solidaire, parce qu'on parle d'actions en lien avec l'utilité sociale, l'insertion socio-professionnelle, les activités de solidarité, le développement durable, la citoyenneté. Et ce qui est important à comprendre aussi pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'ils sont éligibles sur l'ensemble des activités du programme. Notamment sur les activités de mobilité d'Erasmus+, ils sont, même si c'est des acteurs qui sont dans un champ à but lucratif, par le fait d'être intégrés dans le champ de l'économie sociale et solidaire, ils sont éligibles. Et c'est pour nous un grand enjeu de développement, parce qu'on a des acteurs historiques qui sont plutôt les associations du champ jeunesse, en fait, qui se sentent tout de suite concernés par ces deux aspects du programme, donc le volet jeunesse d'Erasmus et le corps européen de solidarité. Mais on a, nous, en tant qu'agence, à porter la bonne parole auprès de vous, acteurs de l'ESS, sur les opportunités que vous pouvez rencontrer dans ce programme. Et encore une fois, comme l'a présenté Solène, on est notamment dans le cadre d'Erasmus sur une phase d'expansion, puisqu'on bénéficie d'une augmentation qui est inédite, en fait, 80% d'augmentation sur la programmation. Ça ouvre des possibilités de financement qui sont très, très importantes. Et pour le corps européen de solidarité, on est sur un déploiement du programme qui est à l'équivalent de ce qui existait avant. Donc, on n'a pas cette expansion, mais on a sur la sous-action que je présenterai, qui sont les projets de solidarité, une vraie capacité d'absorption de plus de projets qui viendraient dans ce champ-là. Donc, je vais essayer en 20 minutes de vous présenter un peu le cadre général, vous donner les éléments de contexte les plus clairs possibles. On vous rendra disponible des fiches techniques pour chacune des sous-actions qui seront évoquées. Comme ça, vous pourrez rentrer dans le détail. Mais l'idée, c'est de ne pas vous noyer, de vous montrer les potentiels et surtout de laisser la parole après à des acteurs qui mettent en œuvre ces projets-là pour que ce soit le plus incarné possible. Peut-être, sur la diapo d'après, vous expliquer un peu fonctionnellement comment on est organisé. Donc, la commission délègue pour la mise en place de ces deux programmes à une agence nationale la charge de faire la promotion des programmes et la gestion des financements. Et donc, pour le volet jeunesse et sport du programme Erasmus et pour la totalité du corps européen de solidarité, c'est l'agence du service civique qui, depuis 2016, a la charge de ces programmes, et depuis 2018 pour le corps européen de solidarité, puisque c'est sa date de création. Donc, je vous propose de commencer par le corps européen de solidarité. Et le principal outil de mise en place de projets qui existe dans le corps européen de solidarité, c'est ce qu'on appelle le volontariat européen, donc qui s'adresse à des jeunes de 18 à 30 ans. Et l'idée du volontariat européen, c'est de permettre à ces jeunes-là de s'inscrire dans une action qui est mise en place par une structure, donc soit associative, mais qui peut être une structure qui œuvre dans le champ de l'ESS, de contribuer à l'activité de cette organisation dans le cadre d'une activité volontaire à plein temps et qui est non rémunérée. Donc, on n'est pas sur un emploi, on n'est pas sur un stage, on est sur une activité qui se rapproche plus de l'engagement volontaire, mais pour lequel le programme va venir contribuer
a un certain nombre de coûts que je détaillerai un petit peu après. Et donc, l'idée, c'est que ces jeunes-là puissent partir, s'engager au sein d'une organisation qui met en place ces activités à l'étranger, en Europe, mais de manière beaucoup plus large. Et je terminerai par détailler un petit peu le périmètre géographique. Et l'idée, c'est que sur le volontariat européen, le jeune soit accompagné par deux types de structures. Donc, une structure dans son pays d'origine, qu'on va appeler une organisation support, et qui va l'aider à réfléchir à sa mobilité, à trouver un projet d'accueil et l'accompagner au départ, parce que la mobilité nécessite une préparation, parce que c'est un changement assez radical. Et on va avoir une structure qui va être l'organisation qui va mettre en place le projet et qui va accueillir ce jeune, qu'on va appeler une structure d'accueil. On va aussi avoir, dans le cadre du volontariat européen, un ensemble de mécanismes d'accompagnement et de formation organisés par les agences nationales qui permettent de sécuriser la préparation du volontaire, vérifier qu'à certaines étapes clés du projet, au début, en milieu et en fin de parcours, il a les conditions optimum pour mettre en place ces activités. Et on va aussi accompagner les structures qui se lancent dans l'aventure à monter en compétence sur la connaissance du programme, donc à la fois en organisant des formations techniques pour les structures qui veulent porter administrativement les projets, mais aussi des formations de tuteurs aussi pour former les acteurs qui le souhaitent à l'accompagnement des jeunes quand ils sont dans leur mobilité. On va être sur des mobilités en général qui vont être de 2 à 12 mois pour permettre notamment aux jeunes qui s'engagent dans la mobilité de bien appréhender le contour de ces missions et aussi d'avoir le temps de s'intégrer et de s'immerger dans le pays dans lequel il est accueilli, d'avoir cette dimension de connaissances interculturelles et aussi de bâtir, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, tout un tas de compétences à la fois sociales et professionnalisantes, on va dire, sur le domaine d'activité. On a un dispositif qui permet à des jeunes de rentrer sur le volontariat avec des modalités d'accompagnement renforcées et une temporalité plus courte. Donc, on peut, pour des jeunes qui ne pourraient pas partir pour diverses raisons, sur 2 mois à 1 an au premier abord, de tester le volontariat sur une période de 2 semaines à 2 mois. Et après, ils peuvent, s'ils sont intéressés, partir sur un format plus long. L'autre chose à savoir sur le volontariat européen, c'est que c'est une activité qu'on ne peut faire qu'une fois sur un format long terme. Peut-être en passant sur la slide d'après, vous dire un petit peu ce que le programme prend en charge. Donc, on va venir financer les frais de transport, donc du lieu d'origine du jeune jusqu'au lieu de réalisation de la mission. Et là, on va prendre en charge par le biais d'un forfait le voyage à l'international sur l'aller-retour. On va financer pour la structure qui met en place le projet un montant journalier qui est censé couvrir ou en tout cas permettre le cofinancement de l'hébergement, de la fourniture d'un repas pour le jeune, des transports locaux. On va, avec une autre enveloppe, financer un peu d'argent de poche pour les jeunes. Et donc, ce montant-là, c'est un montant journalier, mais qui est déterminé par le lieu de réalisation de l'activité. Donc, le montant varie si l'activité se réalise en Norvège, où le coût de la vie est très important, ou dans un pays, par exemple, en Roumanie, où le coût de la vie est moins important. Donc, le montant là varie. On a l'apport d'un soutien linguistique qui se fait notamment par le biais d'une plateforme en ligne avec des cours en visioconférence et une communauté d'enseignement qui est commune avec la partie étudiante d'Erasmus. Et on va avoir en complément la possibilité, donc pour les jeunes qui auraient du mal à partir sans un soutien complémentaire, avoir un soutien qui permet par la structure qui accompagne les jeunes de prodiguer un accompagnement renforcé. On va avoir la possibilité via les coûts exceptionnels, vous m'entendez bien, de financer notamment la partie visa, par exemple, quand c'est nécessaire, ou favoriser la participation de jeunes porteurs d'un handicap. Et on va pouvoir proposer aux organisations qui en ont besoin d'organiser des visites préparatoires pour planifier la mise en place du projet de la manière la plus adéquate possible. Donc ça, c'est pour le cadre général du volontariat.
L'autre activité qui est financée par le Corps européen de solidarité et qui sera illustrée aussi lors des témoignages, c'est les projets de solidarité. Et donc là, l'idée, c'est de venir appuyer une initiative qui serait prise par un groupe de jeunes, donc au minimum 5 jeunes. Ces jeunes-là peuvent être eux-mêmes les déposants de la demande de financement, mais ils peuvent aussi s'appuyer sur une organisation qui pourrait déposer le projet pour eux et les accompagner dans les éléments administratifs. Et donc là, l'idée, c'est on va venir financer un projet qui a un impact local. Je ne sais pas, la mise en place de jardins partagés, par exemple, pour une communauté, mettre en place des activités culturelles à destination de publics migrants, par exemple, pour leur permettre une meilleure insertion. Donc, en gros, ces jeunes font le constat d'un manque et proposent, par leur initiative, couvrir ce manque-là. Et il n'y a pas de dimension européenne dans la réalisation de l'activité, mais il y a la transposition des valeurs portées par l'Europe, par le biais de l'activité qui est proposée. Et donc là, le financement est assez simple, puisqu'on va financer à hauteur de 500 € par mois pour un projet qui va aller de 2 à 12 mois, donc jusqu'à un montant de 6 000 €. Donc ça, c'était pour le Corps européen de solidarité. Pour le programme Erasmus+, comme vous pouvez voir sur cette slide, le maquettage est un peu plus complexe. Donc en gros, le programme Erasmus, qui est le programme dédié à la jeunesse sur les questions d'éducation, il est organisé par secteur d'activité, donc c'est la ligne du haut. Et vous avez dans les secteurs éducatifs, le champ scolaire, l'éducation supérieure, la formation professionnelle et l'éducation des adultes, qui sont des secteurs qui sont gérés par une autre agence qui est située à Bordeaux, qui est l'agence éducation et formation. Mais vous avez dans le programme d'autres options. Une option qui se rapporte au volet jeunesse sur lequel je vais insister, et une autre action qui est sur le sport dont on a la charge, notamment en termes d'accompagnement. Donc ça, c'est un découpage par champ sectoriel. Et en gros, ça s'adresse aux jeunes selon leur étape dans leur parcours. Donc, quand ils sont à l'école, ce sera le champ scolaire. S'ils sont à l'université, ce sera l'enseignement supérieur. S'ils sont dans l'apprentissage, ce sera sur la formation pro. Et nous, on intervient dans le champ jeunesse sur toutes les activités qui rentrent dans le champ de l'éducation populaire ou de l'éducation non formelle. Donc, toutes les activités qui sont mises en place et qui ont une vocation d'un apprentissage un peu libre, mais qui sont organisés en général en dehors des temps de formation quand les jeunes sont en formation, donc plutôt dans les temps de vacances, ou alors dans les temps de césure pour des jeunes qui seraient ni en emploi ni en formation. Et le dispositif Erasmus+, de manière transsectorielle, il s'organise en 3 types d'actions qu'on va pouvoir financer. L'action clé 1 qui s'adresse à la mobilité des individus et qui est le grand volet en fait, du programme, puisque c'est 70% des financements. Et là, il va permettre à des jeunes et aux professionnels qui les accompagnent d'organiser des mobilités. Donc, ça va être les échanges universitaires, ça va être pouvoir faire un stage à l'étranger. Et dans le champ jeunesse, on va pouvoir organiser des échanges de jeunes, qui sont des projets collectifs qui permettent à des jeunes de se rencontrer entre 5 et 21 jours sur une thématique commune et puis de partager leurs expériences sur cette thématique-là, de les mettre en pratique et aussi d'apprendre à connaître l'autre par le biais de ces aspects-là. Donc nous, on va venir financer le transport et les modalités d'hébergement et de prise en charge des repas dans ce cadre-là. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des activités de participation des jeunes. Là, c'est des projets qui ont vocation de mettre les jeunes au cœur de la mise en place des politiques publiques qui les concernent et d'organiser un dialogue avec les élus. Et si je prends le champ de l'économie sociale et solidaire, ça pourrait très bien être des jeunes qui font remonter leur envie par l'entrepreneuriat, de prendre leur part et leur place dans la société et d'organiser des temps d'échange avec des élus sur comment les politiques publiques menées au niveau national ou au niveau européen peuvent influer et faciliter cette prise d'initiative. Et on va pouvoir, dans ces projets-là, monter des activités régulières qui vont constituer le cœur du projet, qui vont être financées comme les projets de participation par un forfait mensuel de 500 € par mois. Et on va pouvoir agrémenter ça de mobilité transnationale et d'organisation d'événements complémentaires.
On va aussi avoir dans l'action clé 1 la possibilité d'organiser des mobilités pour former les acteurs de jeunesse. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'une collectivité territoriale, ça pourrait être des animateurs jeunesse qui vont aller voir dans une collectivité jumelée, par exemple, comment travaillent leurs homologues et organiser la réciprocité. Donc, ces activités-là sont assez variées. Elles permettent vraiment d'organiser des projets un peu du quotidien. Et toute la documentation qu'on a sur le site pourra vous aiguiller un peu techniquement. Mais je voulais faire une focale un peu particulière sur l'action clé 2 du programme et les projets de coopération pour l'innovation et l'échange de pratiques. Donc l'idée, c'est que dans ce cadre-là, dans le programme Erasmus+, l'idée, c'est de permettre aux structures de monter en compétence dans la mise en place de projets transnationaux et de diffuser les bonnes pratiques, d'apprendre d'acteurs de différents secteurs et par ce biais-là, renforcer leurs activités au quotidien. Et donc, on va pouvoir financer deux types de partenariats de coopération. Des petits partenariats, donc qui vont être un peu une première porte d'entrée pour des structures qui voudraient se lancer dans ces échanges de bonnes pratiques. Et là, on va avoir des critères qui vont être assez bas parce qu'il va falloir juste un partenaire européen, pas nécessairement d'expérience dans le domaine de la mise en place de projets transnationaux. Le projet va pouvoir se dérouler entre 6 à 24 mois et le budget alloué va être sous un format de montant unitaire de 30 000 à 60 000 euros. Et après, pour des structures qui veulent se lancer dans des projets beaucoup plus importants, on va pouvoir avoir des projets qui vont devoir impliquer au minimum 3 structures de 3 pays différents. Si possible, intégrer dans ce cadre-là des acteurs qui sont de différents secteurs, donc une structure de l'économie sociale et solidaire, une collectivité territoriale, une université pour établir un travail de recherche. Et ces projets vont pouvoir être plus longs, donc aller jusqu'à 36 mois, et être dotés de financements plus importants, puisqu'on peut aller de 120 000, de format de 120 000, 250 000 et 400 000 euros. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, on avait eu une structure qui travaille dans le domaine de l'accompagnement de jeunes porteurs de handicap, qui s'était rapproché d'un autre établissement en Espagne qui avait le même travail. Il s'était rendu compte que ces jeunes avaient une appétence sur les questions de développement durable, mais les animateurs sociaux qui accompagnaient ces jeunes-là avaient peu de clés pour les aider à monter en compétences là-dessus et à faire en sorte qu'ils puissent prendre leur part sur ces échanges-là. Donc, il y a un partenariat qui s'est monté avec des associations environnementales pour créer un cadre de référence de formation des acteurs en insertion auprès de publics handicapés sur des questions de développement durable. Donc, ils ont utilisé les financements pour se rencontrer plusieurs fois, créer un référentiel de formation, tester les formations et engager des mobilités pour voir comment les différents modules marchaient auprès des différents publics dans les différents pays et organiser des événements de dissémination dans chacun des pays membres du projet et mettre en ligne tous ces éléments-là via une plateforme. Donc, le financement a permis de financer ce projet-là. On aura aussi l'illustration dans les témoignages de ce que peuvent être les partenariats, mais je pense que c'est des très bons leviers pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour utiliser les fonds du programme pour mettre en place des projets dans une dimension internationale et d'enrichir en fait leur pratique au quotidien. Pour rentrer sur les aspects un peu techniques qui couvrent l'ensemble des actions à la fois du Corps européen de solidarité et d'Erasmus. Donc, quand on parle de programme européen, en fait, on est bien plus large, c'est-à-dire qu'il y a 33 pays qui sont ce qu'on appelle les pays programmes, donc qui bénéficient d'agences nationales et qui sont membres de plein droit. Donc, les structures de ces pays-là peuvent participer à l'ensemble des actions. On a sur le volet jeunesse et sur le Corps européen de solidarité, une extension auprès de pays partenaires, donc ça va être les pays de la zone du voisinage, donc la rive sud de la Méditerranée, l'Europe de l'Est et le Caucase, bien que malheureusement en ce moment ce soit sujet de beaucoup de problèmes, et les Balkans. Donc on est sur cette zone géographique-là de travail au quotidien. À savoir que pour les partenariats, les grands partenariats de coopération, il y a la possibilité d'intégrer des partenaires du monde entier à partir du moment où on arrive à prouver que le partenaire amène une plus-value au projet qu'on n'aurait pas pu trouver avec des partenaires issus de pays programmes. Donc, on peut avoir une extension dans le cadre des projets de partenariat de coopération plus large. Peut-être pour
pour vous donner aussi des éléments sur les modalités d'accès au financement. Donc, on a en général sur nos programmes un principe de préfinancement à hauteur de 80%. Je trouve important de le mentionner parce que normalement, on est sur des programmes qui permettent d'être mis en place par des structures qui n'ont pas une trésorerie totalement extensible. On a sur le volontariat une organisation qui est un peu particulière puisque les structures qui veulent rentrer dans le programme et coordonner des projets de volontariat doivent obtenir au préalable un label, donc on appelle un label LEED. Et une fois qu'ils ont obtenu ce label, ils peuvent faire des demandes de financement pour mettre en place ces projets-là. Et donc, les demandes de financement se font pour le moment à 2 dates de financement par an, une en général autour du mois de février et une au mois d'octobre. Pour les autres activités donc, du CES, c'est-à-dire les projets de solidarité et les projets Erasmus+, sur le volet jeunesse, on fonctionne plutôt avec 2 appels à projets, donc 2 par an. Là encore, en général, février ou mars, ça peut différer selon qu'on est sur les projets de mobilité ou les projets de partenariat, et un autre appel à projet en octobre. Et pour ce qui est de l'année 2022, on est sur une prochaine date de dépôt au 4 octobre 2022. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Et je vous propose tout de suite d'enchaîner avec les témoignages pour donner une version un peu incarnée de ce que je viens de présenter. Si Solène, ça te convient. C'est parfait. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation. Et on va passer tout de suite donc, au témoignage. Donc, d'abord de Nicolas Baron, qui est associé à la SCOP Les Ateliers. Bonjour, Nicolas. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les ateliers, vos activités? Ouais, alors déjà, je m'excuse parce qu'entre le temps de préparation ce matin, qui était que les participants n'ont pas vu, et maintenant, j'ai dû me déplacer dans un endroit qui est un peu plus bruyant, donc j'espère que ça ne va pas gêner, que vous allez quand même pouvoir m'entendre. Moi, je suis associé donc, de la SCOP Les Ateliers, c'est une SCOP qui était avant une SIC et qui a très exactement aujourd'hui 6 ans, puisque notre anniversaire, notre création, c'était le 24 mars 2016. Et ça a été, donc au départ, c'était une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on était déjà dans le principe de l'économie sociale et solidaire avec, je pense, un panel plus grand que ce qu'il est actuellement. Mais je vais revenir un petit peu dessus sur l'intégralité un peu de nos missions. En gros, on a trois pôles principaux, 3 activités qui sont des activités commerciales ou non commerciales. On a ce qui est le plus visible, on a le restaurant dans lequel je me suis installé là, le restaurant de produits locaux, approvisionné à maximum 40 km autour de notre lieu de travail, agriculture raisonnée, produits bio la plupart du temps, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le plus visible, c'est ce qui a pignon sur rue, mais on a aussi 2 autres activités. On a une activité qui est très importante, qui est la recyclerie. Donc c'est de la valorisation, c'est du hacking de matériaux, de mobilier pour refaire du mobilier, pour détourner de son usage principal des choses, des objets qui sont de seconde, troisième main, qui sont quasiment prêts à être jetés, mais qui sont pas quand même, qui sont dans un état quand même où on peut en faire quelque chose. Donc ça, c'est une grosse activité. On a aussi une activité, elle, qui est vraiment très peu visible du public, qui est un pôle formation. Donc, on répond régulièrement à des appels à projets, notamment régionaux, avec la région Occitanie, et on est co-traitant et sous-traitant avec d'autres organismes, comme l'UFCV, par exemple, sur des projets de réinsertion, de raccrochage à la formation de jeunes qui sont en décrochage scolaire et social depuis très longtemps, depuis assez jeune. Donc, nous, on n'est pas éducateurs, on n'a pas cette vocation, on n'a pas ces compétences. Par contre, on travaille justement avec des gens qui ont ces compétences, qui ont ce temps, etc. Et nous, on leur met à disposition, notamment avec la cuisine,
On a une grande cuisine du restaurant et avec notamment la partie recyclerie, mais on leur met à disposition en fait des plateaux techniques. Voilà, donc ça c'est les trois grandes activités des ateliers. On est 6 associés salariés sur le projet et en fait la transformation en scope s'est faite il y a un petit peu plus de 2 ans. Et donc là, dans le cadre du projet Erasmus+, vous accueillez des volontaires européens, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire plus sur les missions que vous leur confiez, ce que vous leur apportez dans le cadre de cette action et du coup la plus-value de cette touche européenne aux ateliers? Oui, alors en ce moment, on a 2 volontaires. On a Vilus qui vient de Lituanie, on a Bella qui vient d'Allemagne. Qui sont arrivés en même temps. On est dans une phase de recrutement aussi pour avoir une 3e personne par rapport à la subvention qu'on a demandée auprès de l'Union européenne. Donc, vu que c'est un projet sur 24 mois, on a encore un petit peu de temps pour trouver la 3e personne. Notre objectif, c'est qu'ils soient quand même un peu ensemble, puisqu'en fait, ils travaillent ensemble beaucoup, ils se répartissent des tâches, donc ils vont participer essentiellement à tout ce qui est sur la partie restaurant, la partie visible. On a une grosse programmation culturelle. Donc en fait, ils font énormément entre nos activités, mais aussi avec nos partenaires extérieurs. En fait, ils font beaucoup agents de liaison. Puisque ils sont de fait, et ça je pense que jusqu'à présent on a accueilli, je ne vais pas dire de bêtises, ça va être les 4 et 5e volontaires qu'on accueille depuis qu'on est dans le programme. C'est des gens qui de toute façon sont dans la mobilité, sont dans l'échange et qui en fait finalement ont rencontré plein de gens dans une petite ville comme Castres. Il y a un peu plus de 40 000 habitants. En rencontrer plein de gens et donc du coup en fait de fait, même si on leur confie des missions et qui sont intégrés en fait dans la vie et du restaurant, ils travaillent pas mal en cuisine, nous apportent des choses de leur on va dire de leur culture, que ce soit vraiment rien que des recettes de cuisine, des choses comme ça, ou tout simplement aussi leur capacité à participer à l'encadrement. Ils ne sont pas encadrants directement, mais ils participent à l'encadrement justement des jeunes qui viennent à la recyclerie pour un peu se raccrocher un peu à une vie sociale. Et puis, ils bossent aussi, il y a une autre structure à Castres qui accueille des volontaires. Et en fait, ils travaillent ensemble. Ils travaillent avec des échanges. Donc, c'est une ludothèque. Donc, des échanges entre eux. Donc, on leur fait faire plein de choses. Et ils nous amènent aussi plein de choses avec les gens qu'ils croisent. Et mais du coup, ça ne doit pas forcément être facile d'accueillir les jeunes dans un environnement qui est nouveau pour eux. Vous-même, comment est-ce que vous les accompagnez dans cette intégration au quotidien et sur la durée de leur présence du coup à Castres? Bon, alors déjà, on est tous bilingues, c'est enfin bilingue français-anglais, donc bon, déjà au moins voilà, c'est la plupart du temps, c'est des gens, on a toujours eu des gens qui étaient avec qui on pouvait communiquer facilement au début. Ils apprennent très vite le français, c'est vraiment impressionnant. Et donc bon, déjà voilà, l'intégration, elle est quand même assez rapide. Après, on les plonge un petit peu en immersion très rapidement dans le truc, mais il n'y a jamais bien sûr ni comment dire, d'obligation à la performance ou quoi que ce soit, même jusqu'à la fin du volontariat, mais on les implique beaucoup. Et en fait, oui, au début forcément, c'est des gens qui sont loin de chez eux, que l'on loge nous-mêmes, que l'on loge des fois à des endroits qu'ils n'ont pas forcément choisis, ils n'ont pas leurs meubles, ils n'ont pas leurs choses avec eux, tout ça. Mais voilà, on les accompagne. On a la chance aussi d'avoir une personne avec nous qui est bénévole, qui fait vraiment du mentorat et qui les accompagne, qui fait aussi un suivi. Alors, sans la dimension, sans vraiment la dimension professionnelle, mais un petit suivi aussi psy, voilà, d'échanges, des choses qui sont un peu
décalé par rapport à l'équipe des salariés associés, de manière à avoir un temps un petit peu médiation, mais aussi voilà, pouvoir se confier en dehors de nous pour éventuellement, s'il y a des problèmes, que ce soit d'organisation ou même des problèmes humains, comme ça peut arriver. Voilà. Donc, en fait, ça se passe bien. Super, merci beaucoup pour ce témoignage sur l'accueil de jeunes volontaires européens dans une structure. On va passer maintenant au second témoignage qui, du coup, est François Lemoine des coursiers nantais. Je vais laisser Jérémy prendre la parole. Oui, merci Solène. Peut-être, François, pour illustrer les projets de solidarité, est-ce que ce serait possible de nous expliquer comment vous, le projet de livraison s'est monté et comment le collectif s'est appuyé sur ce dispositif pour initier ce projet? Oui, bonjour, bonjour à vous. Effectivement, les coursiers nantais, c'est un projet qui s'est créé il y a à peu près 4 ans, un petit peu plus de 4 ans désormais. C'est à la fin de Take It Easy, qui était une plateforme de livraison de repas où il y a eu donc plusieurs jeunes qui se sont rencontrés les uns les autres en se disant, bon, on a été un petit peu exploité par une plateforme de livraison de repas, on n'a pas envie de remettre ça, on a envie de créer quelque chose de plus solidaire, voilà, donc c'est comme ça que s'est constitué le collectif de base des coursiers nantais. Moi, j'ai entendu parler de ce collectif. On s'est dit, tiens, si on montait une coopérative de livraison à vélo tous ensemble, mais peut-être pas sur la même chose, c'est-à-dire peut-être pas en faisant de la livraison de repas, mais peut-être en recherchant de façon différente les, euh, les possibilités avec les circuits courts notamment, donc être sur la partie livraison de fruits et légumes pour les professionnels et pour les particuliers. Dans cette recherche d'économie locale, d'économie circulaire, c'est aussi comme ça qu'on a commencé à se construire et petit à petit d'essayer de comprendre comment se passe la logistique et la logistique urbaine pour ensuite créer le modèle que l'on a aujourd'hui, où on fait de la livraison de colis depuis les libraires locaux, on fait donc de la livraison en froid positif, donc que ce soit la livraison de courses alimentaires, hein, que ce soit la livraison de biens de nécessité, donc que ce soit sur l'hygiène par exemple aussi. Et on est toujours dans cette recherche d'être sur des partenaires qui vont être locaux et puis aussi d'être sur la partie de l'approvisionnement des restaurants, des épiceries sur du pain notamment, avec des boulangeries qui font attention à leurs achats. Et c'est là-dessus qu'on a voulu construire cette offre en se disant, essayons d'avoir un modèle le plus vertueux possible. Et pour cela, ça a été de rechercher les meilleurs partenaires que l'on pouvait. Et ça a été l'objet de nombreuses discussions en interne au début, parce que forcément, le savoir-faire de base des coursiers, il était plus sur la livraison de repas. Donc là, on s'en est sur quelque chose d'un petit peu innovant, qui ne se faisait pas en plus. Et puis, cette volonté de se construire en coopérative. Et dans cette perspective-là, comment le passage par les projets de solidarité ont peut-être aidé le projet? Est-ce que vous avez pu, par ce biais-là, porter une petite dimension européenne sans qu'il y ait forcément à ce stade de lien direct? Et peut-être parler des difficultés éventuelles que vous auriez rencontrées? Ah oui, alors ça, les difficultés, il y en a eu énormément. Alors, au début, on était 6, aujourd'hui, on est plus de 14, et il y a eu un peu d'essaimage avec une deuxième coopérative, les coursiers d'Inonay. Du coup, c'est sûr, il y a eu une belle évolution, on est fiers de ce qu'on a pu faire, mais à côté de ça,
Bon, ça n'a pas été facile tous les jours, évidemment. Le corps européen de solidarité, ce n'est pas juste une subvention européenne, il faut quand même se le dire. Derrière, il y a un peu d'accompagnement, mais il y a aussi toute la construction du dossier qui permet de se questionner justement, mais d'avoir les bonnes questions en face, de pouvoir être vraiment en phase avec ce qu'on a envie de construire. Et derrière, ça permet d'avoir vraiment les questions qui vont permettre de construire le projet et des fois d'aller dans des domaines sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise, mais qui vont vraiment nous permettre de détailler notre projet et du coup d'en débattre aussi en interne, ce qui va éclaircir les choses par la suite et, puis, et les difficultés aussi qu'on a pu rencontrer. Après, c'était comment chacun trouve sa place, comment chacun peut comprendre la place de l'autre. Ça fait partie de ces difficultés qu'on a pu rencontrer et que l'on rencontre encore aujourd'hui, hein, évidemment, parce que l'objectif, c'est que dans un collectif, chacun puisse être bien à sa place, se retrouve aussi dans les valeurs. Ça a été vraiment complexe. Et nous, la subvention européenne, elle était aussi là pour faire la transformation d'une association en coopérative, à passer du monde amateur au monde professionnel, entre guillemets, sur le monde de la livraison. Hein. C'était vraiment ça, de se dire, bon, bah, voilà, on concrétise vraiment ce projet en passage en société coopérative. Et puis derrière, ça nous a donné du temps aussi, hein, de pouvoir se préparer correctement. Non, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'objectif des projets de solidarité de passer de cette forme d'initiative à une pérennisation. Si on part justement sur cette partie de déploiement, pour la suite du projet, il me semble que vous envisagez éventuellement justement de vous appuyer sur le programme Erasmus pour le coup sur les partenariats de coopération. Est-ce que ça, vous pourriez nous en dire 2 mots éventuellement? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on est de base une initiative locale, donc les coursiers nantais, avec un déploiement, donc, comme je disais tout à l'heure, des coursiers d'Inané, mais il y a aussi, en fait, partout en France, en Europe, ce type d'initiative qui se lance à plus ou moins grande échelle, mais c'est des initiatives locales qu'on souhaite tous encourager, puis on a tous à gagner les uns des autres d'apprendre, hein, et puis ou de pouvoir transmettre. Et on a constaté la possibilité avec CoopCycle, qui est donc la fédération des coopératives de livraison que ce soit en France ou en Europe. Et on a vraiment cette volonté de continuer à essaimer partout en France et en Europe des coopératives pour pouvoir justement s'appuyer sur cette économie circulaire, cette économie locale, faire en sorte de s'adapter au territoire, mais pour autant être constitué en fédération européenne permet de pouvoir accompagner les petits acteurs, ceux qui se construisent, pouvoir s'appuyer sur un modèle économique, parce que derrière, c'est aussi ça, hein, même si on fait de la livraison en vélo, c'est sympa, mais à côté, s'il n'y a pas de modèle économique, les gens ne peuvent pas être payés, puis derrière, forcément, il n'y a pas de pérennité, donc on ne peut pas s'appuyer que sur la subvention. Il faut que le modèle il soit pérenne, et évidemment, ça fait partie de ces objectifs de subvention pour nous, de pouvoir, dans un premier temps, amorcer de l'accompagnement, créer du modèle économique et avoir le modèle le plus vertueux possible et au long terme, être en totale autonomie. D'accord. Merci beaucoup, François. Peut-être ça fait une transition assez naturelle du coup avec éventuellement ce que pourra dire Nicolas Baron du coup de Cap Solidaire. Peut-être Nicolas, je peux te laisser prendre la... Clément, pardon. Désolé. Je suis en train de lire. Est-ce que Clément, du coup, je suis désolé. Introduction ratée. Est-ce que tu pourrais nous présenter les activités de Cap Solidaire et nous expliquer un petit peu le partenariat dans lequel vous vous êtes engagé, justement?
Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Et puis merci aux organisateurs de permettre cette mise en lumière. Donc Cap Solidaire, c'est un pôle territorial de coopération économique qui est reconnu par la DG Trésor. C'est la loi Hamon 2014. Mais plus concrètement, notre métaprojet est de se dire sur un territoire rural du Sud-Gironde comment mieux vivre ensemble en Sud-Gironde. Et donc, on se donne un peu pour mission de révéler tous les acteurs, que ce soit des jeunes, des entreprises, des collectivités, les autres associations, révéler ce pouvoir d'agir au service de notre territoire pour répondre à ces enjeux profonds liés particulièrement à la mobilité, à l'attractivité, à l'emploi non délocalisable, au lien social, à la cohésion sociale, mais aussi au fait de pouvoir donner et créer des perspectives par et pour les jeunes. On a une méthode, c'est-à-dire que toutes nos actions sont construites sur de la coopération d'acteurs. Donc, c'est vrai que je me suis particulièrement retrouvé dans ce que Jérémy, tu as pu dire, autour finalement d'un triptyque engagement, compétences et économie sociale et solidaire. Pour ne pas être trop long, on a 4 interventions majeures sur le territoire autour de l'alimentation locale, des mobilités, alors entendu au sens local, et également de l'économie sociale et solidaire, et de la jeunesse. Donc, on opérationnalise en lien fort avec l'État beaucoup de dispositifs d'engagement. On est un fer de lance du service civique sur notre territoire. On est également labellisé Information Jeunesse. Et en fait, il y a eu un cheminement naturel sur Erasmus+, sur un partenariat stratégique tripartite, là encore, assez original, une collectivité publique italienne, une entreprise de design thinking du Luxembourg et nous. Et on y allait doucement. On est parti du service civique, qui est un outil pour nous pour permettre aux jeunes d'avoir des perspectives, de développer des compétences humaines et on a pratiqué ce service civique-là auprès de plus de 200 jeunes aujourd'hui. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse un partenariat qui va servir à la fois à toute structure en Europe qui demain veut mettre en place un dispositif d'engagement, mais aussi le partenariat avait vraiment pour but et a pour but central de valoriser, faire reconnaître les compétences humaines des jeunes lorsqu'ils s'engagent et montrer que c'est utile pour leur employabilité. Et on a des statistiques, le projet nous a permis vraiment d'objectiver tout ça et de montrer aussi, et c'est le lien avec l'économie sociale et solidaire, on n'est pas sur de l'emploi, on est sur un volontariat qui permet vraiment de développer l'utilité sociale sur notre territoire et qui permet aux jeunes de développer cette utilité sociale-là. Tout ça étant interconnecté, c'est parce qu'ils sont sur des missions d'intérêt général qu'ils acquièrent également ces compétences humaines. Et on s'est aperçu de ça, en fait, avec la pratique du service civique. On proposait aux jeunes, par exemple, de présenter devant un parterre de partenaires pourquoi ils avaient fait un service civique, qu'est-ce que ça avait leur apporté. Et en fait, ce n'est pas tellement ce qu'ils ont dit qui nous a le plus surpris, c'est le fait que ces jeunes-là, qui tous avec une aisance certaines ont pris la parole et on a vraiment pu voir qu'il y avait ces soft skills, comme on dit, et on a voulu s'associer avec des partenaires qu'on connaissait via le réseau, mais avec qui on n'avait pas travaillé pour vraiment associer nos compétences, italien, service jeunesse, beaucoup d'engagement, Eurodesk, etc., et le design thinking pour travailler avec les jeunes, toute cette valorisation des compétences, un petit peu d'ailleurs avant que Gabriel Attal en parle au niveau du service civique. On a déposé notre dossier peut-être quelques mois avant et on va utiliser à fond les outils de l'Europe, c'est-à-dire que la troisième partie du projet est de créer ces open badges numériques pour valoriser ces compétences et les interconnecter dans nos modes de faire très locaux, en Italie, au Luxembourg, en France, mais également le projet étant disséminable pour toute structure qui veut également s'en saisir, de pouvoir justement faire reconnaître par la valorisation notamment de ces badges. J'essaye d'être assez rapide. Merci Clément.
Du coup, sur l'aspect justement partenariat et vous au cœur de la coordination, donc je rappelle, parce que j'ai vu que la question avait été posée, il faut que le partenariat soit préconstitué, donc il faut que les partenaires soient identifiés avant. Mais vous avez un rôle pilote dans le projet. Peut-être un retour sur cette coordination, est-ce qu'elle est simple? Et peut-être aussi en transition, est-ce que vous arrivez déjà à avoir des impacts sur votre activité dans la dimension internationale, enfin les champs que ça ouvre peut-être? Alors oui, exactement. Enfin, moi, j'en suis vraiment particulièrement ravi de ce programme. Déjà, on travaille beaucoup avec l'Europe et notamment sur le Fonds social européen qui permet, alors là, au niveau très local, de mettre des personnes en emploi. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Sur Erasmus, comment ça s'est passé? On maîtrise les dossiers européens, mais pour autant, du partenariat stratégique, c'était nouveau pour nous. Et on a été accompagné par une personne dans le réseau qui s'appelle Noémie Escortel, d'une coopérative d'emploi et d'activité, qui, elle, connaissait déjà les partenaires européens. Alors, pour être très concret et donner aussi des clés, plutôt que partir à 5, à 6, on a dit c'est notre premier projet, on ne part qu'à 3. Et c'est bien plus simple pour la coordination. Et on est coordinateur du projet parce que c'est vraiment nous qui étions les fers de lance sur le service civique et le volontariat et notamment sur la question des compétences. Ça se passe super bien parce que moi, je ne connaissais pas personnellement les partenaires, mais ils étaient connus du réseau. Il y a déjà eu du partenariat entre des structures affiliées de notre réseau et les partenaires européens aujourd'hui présents. Et pour vous dire, effectivement, moi, j'ai dit, ce n'est pas un projet vacances. Donc, il faut que j'en ai des applications directes pour ma structure et mon territoire et que ça serve aussi à l'échelle de l'Europe. Demain, une structure en Pologne, n'importe où, tout ce qu'on va faire, ça va rester en ligne et on s'assurera que le site il soit toujours en ligne bien après la fin du projet pour que ça puisse être transféré. Et effectivement, ce que j'en vois, c'est que demain, ça va nous permettre, c'est mon souhait, d'aller sur du corps européen de solidarité. C'est aussi ça les objectifs et l'impact indirect attendu, c'est qu'on puisse développer finalement, au-delà du service civique, ces échanges-là. Je crois que la situation en plus actuelle, un peu globale, plaide encore davantage en faveur pour ces échanges-là et de ces échanges qui sont fondamentaux. Je me répète, mais ces dispositifs de volontariat, on le prouve au niveau de notre enquête réalisée dans le cadre du projet Volem, à des taux extrêmement élevés. Ça démontre bien, d'une part, que ça amène à de l'emploi pour les jeunes, que ça amène finalement également à développement des compétences humaines et que c'est vraiment gagnant pour les territoires, pour les jeunes, pour vraiment l'attractivité et le côté résilience, parce que c'est vraiment tout ça, nous, qui nous importe dans le cadre du projet. Merci beaucoup Clément et ça permet d'appuyer vraiment le souhait que l'articulation entre le Erasmus et le Corps européen de solidarité est assez naturelle et vraiment une action qu'on promeut nous en tant qu'agence. Je sais pas, donc encore merci Clément. Solène, est-ce que tu veux prendre la suite? Merci beaucoup Clément. Donc, je vois qu'il est déjà 10h30, donc on n'aura pas beaucoup de temps pour répondre aux questions. Il y avait quand même 2 questions qu'on peut peut-être poser. Une de Marie Barillet. Donc, il y en avait une première, c'est qu'est-ce que vous appelez coopération pour échange de bonnes pratiques? Donc, peut-être rappeler en 2 mots, du coup, quel est le principe de la coopération. En fait, du coup, c'est le terme générique pour l'action clé 2 dans le programme Erasmus. Donc, c'est les opportunités qu'on peut trouver de mise en place de partenariats pour faire émerger en fait à la fois les bonnes pratiques et travailler à la montée en compétences et en qualité du travail à l'international. Donc, c'est en fait derrière ce vocable-là se situent les financements liés au partenariat de coopération en fait, et notamment ce qui vient d'être décrit par Clément. Et du coup, pour aller plus loin, est-ce que ce partenariat doit être effectif avant la demande de financement? Ouais, donc du coup, pour ces projets-là, il est nécessaire d'identifier les partenaires au moment du dépôt.
Et donc, il y a une action préalable en fait, de prospective et de mise en relation avec ses partenaires. Nous, on va mettre en place en tant qu'agence, avec le réseau des agences, des activités pour permettre aux structures qui le souhaitent de rentrer en contact avec des organisations dans d'autres pays. Donc, il y a des plateformes en ligne qui existent, mais on organise aussi des séminaires en présentiel de mise en relation et de contact. Mais il faut que les partenaires soient identifiés au moment du dépôt, donc qu'ils soient identifiés dans la demande, effectivement. Merci. Peut-être que du coup aussi, oui, on pourra mettre les contacts pertinents dans le fil de discussion. Et pour terminer le webinaire, une dernière question à François Lemoine d'Hélène Devrez, qui demandait quelles étaient précisément les dépenses qui avaient été prises en compte dans le dossier du Corps européen de solidarité et du coup, quelles actions ça a pu financer. Alors, c'est une question assez vaste, mais si tu peux répondre en 2 mots pour terminer ce webinaire. Merci François. Oui. Donc, c'était vraiment le passage en SCOPS, donc c'est-à-dire le temps que ça prenait pour nous, mais aussi le coût de transformation en scope. Voilà, c'était l'objet principal de cette demande. Oui, et donc en termes de dépenses, de toute façon, vu que c'est des forfaits, c'était aussi du coup, le temps, enfin finalement, vous, votre temps pour faire cette transformation en scope, c'est ça, le temps dédié? C'est ça, mais derrière, c'est pas juste une transformation juridique, hein, c'est aussi de comprendre quel est le projet, où est-ce que l'on va, qu'est-ce que l'on veut mettre dans nos statuts, qu'est-ce que l'on veut faire, hein, quel est l'objet des courses nantais. Et comme je disais hein, dans ma présentation, ça nous a vraiment permis, nous, le Corps européen de solidarité, de nous poser les bonnes questions. Et même après, en phase d'accompagnement, quand on a eu la visite du chargé d'accompagnement, ça lui a permis de voir concrètement le projet, évidemment, ce que ça donne vie, mais aussi, encore une fois, les discussions, elles étaient enrichissantes. Ça nous permet vraiment de pousser la réflexion de plus en plus, de dire « Ah oui, pourquoi on ne fait pas ça, en fait ?» Mais c'est vrai, on pourrait aussi faire ça. Et c'est aussi toute cette partie-là qu'il faut prendre en compte. La partie de subvention, évidemment, elle est importante, mais l'accompagnement et la recherche derrière qui peut y avoir, elle est encore plus importante. Merci beaucoup. Et je crois que ce sera le mot de la fin, du coup. Merci à tous, aux participants, aux panélistes, à ceux qui ont assisté au webinaire. Donc, il sera en rediffusion d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de l'Avise, Avise Média. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser la question aussi à l'Avise sur l'adresse contact@avise.org et on pourra vous mettre en lien ou en contact avec, si besoin, avec les intervenants. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.